Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais parler du levier, puis justement, là, comment le levier s'intègre autour là, du marché financier en entier, puis justement sa relation là, avec l'entièreté du monde. Donc, le levier, c'est quelque chose que bon, la majorité des gens connaissent. Par contre, des fois, ben, il est plutôt mal compris, puis justement, sa relation avec le monde va être super important à comprendre pour la suite, puis justement mettre les pièces là, du puzzle en place du côté des marchés financiers en fonction, par exemple, là, de la volatilité puis d'autres variables là, qu'on peut observer là, au quotidien. Donc, c'est une présentation que je fais là, suite à mon article là, que j'ai sorti sur mon Substack. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, ben, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je fais aussi là, des reels un petit peu là, à chaque jour pour expliquer là, différents mécanismes aussi là, du marché financier. Puis comment on peut tout mettre ça ensemble, ben, justement, pour aller se développer là, une thèse, une idée, faire des transactions, des investissements, puis vraiment avoir une meilleure idée là, de comment que le marché financier là, fonctionne là, de façon globale. Donc, c'est ça. Je vais aujourd'hui ben, regarder là, du côté du levier, tout ce qui est là, des collatérales, puis comment que ça fonctionne par rapport justement à la liquidité. Parce qu'on va se dire, ben, le levier, c'est finalement là, une forme d'emprunt qu'on fait là, avec un acteur, par exemple, une institution financière, une banque, pour aller finalement là, utiliser le plus de capital possible avec le moins là, de mise de fonds possible. Donc ici, je vais commencer là, avec une petite phrase qui est quand même pertinente. Au niveau du levier, ce qui est important de comprendre, c'est que si on ne serait pas en mesure d'utiliser du levier, là, autant nous, bon, en particulier les entreprises, les plus grosses institutions, les investisseurs ne seraient pas en mesure d'utiliser du levier, ben, on pourrait se dire là, évidemment que le monde là, entier serait au ralenti. Pourquoi? Bien évidemment, tout ce qui est du levier, ça vient accélérer non seulement les rendements, comme je vais mentionner tout à l'heure, mais tout ce qui est, par exemple, là, de la construction, les projets, la recherche, puis le développement au niveau des entreprises technologiques. Donc, sans emprunt, sans financement, sans levier admissible pour toutes ces entreprises-là, et bien évidemment, on serait probablement là encore, peut-être, je sais pas, là, 50, 60 ans en arrière parce que tout serait un petit peu plus lent, parce qu'on ne peut pas accélérer les choses. Puis ça se voit même au quotidien. Là, si par exemple vous décidez d'aller acheter une voiture, ben il y a vraiment une différence entre le fait d'aller emprunter pour aller acheter la voiture, donc sous forme de financement, ou bien économiser tranquillement pendant plusieurs années pour aller finalement aller acheter l'automobile là, en argent, par exemple. Donc, ça vient vraiment là, tout accélérer, autant au niveau de la recherche, le développement, que beaucoup de décisions là, qu'on fait au quotidien, comme l'achat d'une voiture, d'une maison, puis toutes ces choses-là, même de d'autres investissements, puis d'autres choses là, vraiment importantes dans nos vies. Donc, vous voyez, puis on peut voir, là, puis comme facilement commencer à comprendre que ça vient accélérer un petit peu tout le processus au niveau de la finance, puis justement là, du développement là, à travers le monde entier. Puis, un autre concept là, que je voulais là, aussi aborder, c'est que le levier laisse vraiment une trace là, permanente. Donc, pour vous mettre en contexte, là, il y a quelques années, je suivais là, un développeur immobilier là, dans une ville là, de près de où j'habite présentement. Puis, le développeur immobilier avait commencé puis construit là, la majorité là, d'un gros secteur. Donc, c'est des centaines et des centaines de logements qui étaient ensuite de ça là, loués là, sous forme de condos. Par la suite, bien évidemment, au niveau du levier, on a toujours l'option, évidemment, le levier, ça pourrait être risqué dans certains cas, moins risqué dans d'autres. Mais si, par exemple, on aurait un échec, comme dans la situation que je vous parle présentement, donc le développeur immobilier a fini par faire faillite. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que bon, le développeur a utilisé du levier, il a engagé des sous-traitants pour remplir les différents contrats, faire les constructions, puis tout ça. Puis ça a fini par une faillite donc, de plus d'1 milliard qui était finalement là, vraiment importante à l'époque. Là. Bon, je ne connais pas là, exactement toute la suite de l'histoire, mais bref, certains sous-traitants n'ont probablement pas été payés non plus. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que la construction, donc l'utilisation du levier pour aller financer tout ça, ces constructions-là, va pas disparaître du jour au lendemain. Là. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu une faillite qu'on va aller détruire les immeubles qui sont déjà en place. Bien évidemment, non, ça va continuer. Puis peut-être que justement d'autres mondes, peut-être la ville va reprendre les immeubles en attendant qu'ils soient revendus, ces choses-là. Donc, c'est un processus qui va laisser une trace permanente que le levier
on va dire, explose ou bien soit concret, là. Donc, si le levier finalement là, euh, précède un échec, ben, il va quand même avoir une trace permanente qui va être là, fixée à travers le temps puis qui va rester là. Donc, ces immeubles-là ben, vont rester là probablement là, au-dessus de 100 ans. Donc, on ne va pas aller les détruire, ce qui engagerait des coûts encore supplémentaires, puis il faudrait relocaliser tout le monde. Donc, ça ne fait aucun sens. Donc, ça pour dire que le levier là, laisse vraiment une trace permanente à travers le temps, autant pour les plus petits investisseurs que les plus gros investisseurs. Évidemment, ben, à plus grosse échelle, ça a un plus grand impact à long terme. Mais c'est juste ça là, que je voulais illustrer pour vous montrer à quel point là, ben, le levier vient accélérer le monde, puis ça laisse une trace là, permanente dans l'entièreté du système, parce que bien évidemment, il y a d'autres investisseurs qui étaient probablement aussi autour du projet qui en ont bénéficié, puis ils vont pouvoir aller réinvestir ce capital-là, donc ailleurs, prendre d'autres leviers, puis ça va débouler un petit peu, là, comme vous allez voir là, au courant de la présentation. Donc, c'est avec ce concept-là que je voulais mettre la table là, du côté du levier. Puis, bon, au niveau du levier, là, vous avez compris probablement là, le principe. Donc, on va chercher une collatérale, par exemple, pour une institution, puis ce qui nous fait là, ce qui fait qu'on peut aller emprunter là, un plus grand montant par la suite. Par exemple, l'exemple la plus simple, c'est au niveau, par exemple, là, de l'achat d'une maison ou d'un bien immobilier. Donc, si on va mettre un 5% là, de mise de fonds, 20%, 25%, mais si on met un 5%, ça fait un effet de levier là, de 20x. Donc, on peut voir déjà la puissance sur une base là, au niveau de l'immobilier. Puis de l'autre côté, si on décide d'aller, je sais pas, là, utiliser une marge, par exemple, de crédit pour aller investir sur les marchés, bien évidemment, notre pourcentage de rendement va être augmenté parce que ben, on va investir un petit peu plus que le capital qu'on avait initialement. Puis avec les intérêts composés, bien évidemment, à long terme, là, ça va payer là, beaucoup plus que si on avait investi seulement là, notre capital qui était en argent, donc notre capital accessible là, en date d'aujourd'hui. Évidemment, comme j'ai mentionné, ça peut venir avec un risque. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce risque-là est souvent, comment je pourrais dire, est souvent encouragé par le système parce que, ben, surtout au niveau, par exemple, des entreprises, les intérêts qui vont être payés sur ces différentes marges-là, ces différents prêts-là, c'est la même chose aussi en immobilier, vont être une charge fiscale, donc on va pouvoir là, déduire tout ça là, des impôts. Donc c'est vraiment important de comprendre que le système vient aussi encourager un petit peu tout ça pour accélérer encore une fois là, la finance au niveau global. Donc voilà, on met finalement là, quelque chose en garantie pour aller utiliser le levier puis augmenter notre pouvoir d'achat là, dans le présent au lieu d'attendre là, dans un futur plus lointain pour compléter la transaction puis prendre les différentes décisions. Puis comme j'ai mentionné, ben, ça va venir accélérer nos rendements à travers le temps. Donc, si on parle de l'immobilier, bien évidemment, avec un petit capital, on est en mesure de contrôler là, un gros montant. Donc, si on met par exemple un 50 000 pour contrôler une bâtisse d'1 million, bien évidemment, ça vient augmenter plus rapidement avec le temps que si on avait seulement investi là, notre 50 000 avec le même le pourcentage de rendement là, annuel, peut-être 2, 3, 4% au niveau de l'immobilier. Puis comme j'ai mentionné, ben, le levier ne va pas disparaître du jour au lendemain, donc ça laisse vraiment une trace permanente au jour 1, là, où est-ce que le levier est pris par l'investisseur. Donc ici, je voulais là, vraiment faire un petit visuel pour aussi comprendre que ça ne s'arrête pas à un individu ou une institution, pardon. Donc si par exemple ici on a une institution qui utilise le levier, je ne sais pas, pour aller investir bon, dans des actions, on va dire, de Apple ou même le marché, là, par exemple le SPY ou le S&P 500. Donc, on a l'utilisation du levier ici. Par exemple, une institution qui va l'emprunter, là, je ne sais pas, 10% de plus que le capital qu'on avait là, initialement.
bien évidemment, ça ne va pas seulement bénéficier à cette institution-là. Donc, si, par exemple, bon, le marché fait 10%, bien, on va aller chercher un meilleur pourcentage là, du côté du rendement parce qu'on va avoir investi plus que notre capital initial. Mais si, par exemple, l'institution B ici, où le particulier a des actions de Apple, si on reprend l'exemple de Apple, bien évidemment, le levier ici va bénéficier de la personne ici qui a investi. Puis par la suite, bien, cette personne-là pourrait décider justement de, ben, avec les profits, aller acheter d'autres actions, par exemple, d'une autre entreprise. Donc, on voit que le levier de la personne ou l'institution A ici ben, va bénéficier à la personne ou l'institution B ici. Puis, ça déboule à plusieurs niveaux, là, puis on pourrait continuer là, pratiquement à l'infini. Donc, on peut voir que l'utilisation d'un levier initial ben, va débouler sur plusieurs acteurs là, dans le marché financier. Puis évidemment, ben, là, je vais vous montrer là, dans les prochaines slides, mais si la volatilité commence à augmenter, puis l'utilisation du levier devient plus difficile, puis qu'on coupe ça ici, bien évidemment, ça va avoir un effet là, sur tous les autres maillons là, de la chaîne, puis la liquidité finalement qui circule plus facilement à cause du levier va être réduite là, drastiquement. Donc, si on coupe de l'autre bord aussi, là, ça affecte encore plus. Là. Donc, plus que la volatilité augmente, bien, plus que bon, les institutions retirent un petit peu de levier. Puis, tout ce qui est là d'achat ou passifs systémiques qui sont concrétisés là, par bon, les quants, par exemple, qui utilisent des formules mathématiques, probabilités, puis tout ça qui se font automatiquement, va être basé là-dessus aussi. Là. Donc, le levier pardon, va se réduire habituellement là aussi automatiquement. Donc, ça va pas être nécessairement des décisions qui vont être prises là, bon, par un simple être humain là, à un moment donné, à la seconde près. Donc, ça va être des algorithmes qui vont justement réduire le levier sur certaines positions pour aller là, calmer un petit peu la volatilité des différents portefeuilles à travers le temps. Donc, c'est un mécanisme là, super important à comprendre que l'utilisation du levier initial ben, va affecter là, beaucoup de personnes dans le système là, par la suite. Puis ici, là, ben, ça redéfinit un petit peu là, ce que je viens de dire. Donc, le levier du début fait augmenter là, un petit peu la liquidité puis l'accessibilité, même au financement à travers le système au niveau là, la réglementation quand la volatilité est basse puis que le cycle économique là, va bien. Donc, ça va se répercuter là, sur beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises là, parce que l'argent, on s'entend, tout est relié dans le système financier. Puis tout là, va débouler là, avec justement ben, l'utilisation du levier initial. Puis ici, là, je pense que c'est ma slide là, préférée là, qui montre vraiment le levier par rapport au taux d'intérêt. Donc, je parle vraiment souvent des taux d'intérêt parce que, ben, pour commencer, ben, les taux d'intérêt, c'est directement relié au levier, étant donné les barrières de qualification. Donc, si les taux d'intérêt se mettent à monter, puis on a finalement pour un même nombre d'emprunteurs, ben, ça augmente les barrières de qualification. Donc, il y a de moins en moins d'emprunteurs qui sont en mesure de se qualifier. Puis les emprunteurs qui se qualifient, ben, finalement, vu qu'ils vont chercher des financements pour acheter de l'immobilier ou bien investir dans d'autres actifs à travers le marché, c'est ça, le levier dans le fond disponible va être réduit parce que ben, justement les barrières de qualification vont être plus élevées à mesure que les taux d'intérêt augmentent. Évidemment, c'est parce que les taux d'intérêt se mettent à augmenter que tout de suite la barrière se ferme, donc c'est vraiment de façon graduelle, puis jusque où le marché est capable d'aller accepter une augmentation des taux d'intérêt. Mais c'est pour ça aussi là, que, bien évidemment, on a de la pression sur les marchés quand les taux d'intérêt se mettent à augmenter là, un petit peu trop rapidement par rapport à ce que le marché anticipait. Donc vraiment, là, quand même un beau visuel qui réduit le nombre de participants possible, puis le nombre de leviers là, que j'ai présenté, par exemple, ici. Donc, c'est comme si on fermait la voie ici, ce qui fait que, évidemment, on va avoir moins de liquidité qui va circuler librement par la suite. Puis au niveau des actifs en soi qui peuvent servir là, de collatéral, ben, c'est sûr que si, bon, on va prendre l'immobilier là, parce que c'est l'exemple le plus simple,
au niveau de l'immobilier, c'est plus facile d'aller réemprunter par-dessus une hypothèque qui, par exemple, là, déjà est existante, selon les normes évidemment bancaires là, des institutions financières actuelles, parce que ben, la banque, donc l'institution financière, va pouvoir garder la maison, l'immeuble en garantie. Donc, ça commence un petit peu le cycle. Donc, les personnes qui veulent aller utiliser le levier au maximum, bon, vont peut-être acheter du multilogement, par exemple. Ils vont aller réemprunter dessus pour acheter d'autres multilogements. Puis ça va faire augmenter les prix parce que la demande, évidemment, va augmenter. Puis quand les prix augmentent, ben, on peut aller encore aller chercher encore plus de levier. Puis ça va être une spirale là, qui va tourner là, sans arrêt jusqu'à temps que le cycle finalement change de côté. Puis soit que bon, les institutions financières raffermissent un petit peu les normes, donc resserrent de ce côté-là, ou bien qu'on ait un risque là, justement là, au niveau des prix, par exemple, du marché immobilier. Donc c'est vraiment là, un cycle qui tourne, qui va finalement encourager de plus en plus, de façon même exponentielle, là, l'utilisation du levier à travers les cycles économiques. Donc c'est pas important de comprendre aussi les différents actifs qui peuvent être utilisés là, comme collatéral pour aller réemprunter puis réinvestir dans le même type d'actifs ou dans différents marchés là, pour, par exemple, se diversifier là, de ce côté-là. Puis, c'est sûr que, comme j'ai mentionné là, plusieurs fois déjà, on n'a pas un levier sans risque. Donc, au niveau du risque, bien évidemment, plus qu'on vient s'endetter, plus qu'on a un risque euh, dans finalement nos positions selon les investissements qu'on fait. Évidemment, l'immobilier, c'est un petit peu moins risqué, moins volatile que les marchés là, en soi. Mais quand on voit justement un risque monter, grimper, puis par exemple là, le VIX augmenter, bien évidemment, on va, du côté par exemple de S&P 500, on va voir le levier qui va se retirer. Puis finalement, c'est causé par le désendettement. Donc les personnes qui étaient qui avaient utilisé du levier, par exemple, un 20% de plus que leur capital initial, ben, vont peut-être retirer ce 20%-là pour revenir à leur position initiale, ce qui va faire chuter plus rapidement les marchés boursiers versus si tout le monde avait seulement leur capital initial investi. Eh bien là, ça vient là, accélérer les mouvements là, quand même assez rapidement. Puis, ben, un exemple aussi là, que je voulais, puis que je présente dans l'article, si je switch à TradingView par exemple, puis que je vais sur donc le marché coréen. Donc, on peut voir ici, donc juste en regardant le prix, je vais juste enlever ça ici, que ça soit plus simple. Donc, juste en regardant le prix ici du marché au niveau de la Corée du Sud, on peut voir les mouvements puis l'amplitude de ce côté-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce marché-là est un marché qui utilise énormément de leviers. Donc, les investisseurs en Corée, puis même un petit peu partout aussi là, ailleurs dans le monde, investissent dans ce type de marché-là avec un levier plus élevé que les autres types de marchés, si je pourrais dire. Moi, je ne connais pas exactement tous les détails derrière la structure, mais vous irez voir là, bon, les nouvelles ces jours-là là, que c'est assez reconnu. Puis vous voyez que ça vient accélérer les mouvements. Bon, ici, évidemment, on a la R par rapport à l'intelligence artificielle, puis les entreprises qui sont incluses là, dans l'indice là, en Corée. Mais vous pouvez voir que l'effet de levier là, accélère les mouvements. Puis, ce qui nous montre que c'est pas rare qu'on peut voir, par exemple, des moins 20%. Là, ici, on est en juin, donc en bon, à peu près là, une dizaine de jours, on a baissé de 20%, donc qui est un mouvement là, quand même assez important si on transposerait ce mouvement-là sur un indice, par exemple, américain. Mais bon, évidemment, c'est pas le cas nécessairement, donc il y a moins de levier qui est utilisé, puis évidemment, ben, la capitalisation est plus grande au niveau du marché américain, par exemple, comme le S&P 500 ou la Nasdaq.
mais vous pouvez voir l'amplitude des mouvements. Puis ici, ben, on reprend ici. Donc ici, on a à peu près un moins 20%, on pourrait dire, en quelques jours. Puis, on peut comprendre que le marché avait augmenté de 300% là, en plus, là, on va dire, en 2 ans. Donc, c'est tout à fait normal de voir justement là, l'effet de désendettement arriver là, à certains points puis certains niveaux, parce que ça ne peut pas durer là, indéfiniment. Là. Donc, on a vu la même chose ici avant de repartir vraiment de plus belle, encore plus haut. Donc, ici, on a un rendement de 300% là, sur un indice là, qui est quand même là, assez important là, en moins de 2 ans. Donc, on comprend que le levier amplifie les mouvements. Puis ça, c'est un exemple parmi plusieurs là, qui montre la volatilité. Puis quand justement, ben, commence à avoir un certain risque, on a un désendettement au niveau des investisseurs. Puis ici, ben, bon, ça reprend tranquillement. Puis ça ne m'étonnerait pas qu'on refasse un petit peu comme ici, puis que ça reparte assez rapidement ou qu'on continue là, à naviguer ici. Là, bon, honnêtement, c'est pas un indice que je transige justement parce qu'il y a quand même un certain risque. Puis le levier peut se retirer, là, comme on peut voir ici, du jour au lendemain. Donc, faire super attention là, si jamais vous décidez de transiger ça ici. Puis je rappelle que tout ce que je dis là, dans mes présentations, c'est pas des conseils financiers. Donc, je vous encourage à consulter là, des professionnels si vous avez des décisions à prendre là, avant toute chose. Donc, c'est l'exemple que j'ai justement donné au niveau du marché coréen. Donc, si les prix se mettent à baisser, bien évidemment, on a un risque. On peut avoir là, des appels de marge, donc les investisseurs qui utilisent un petit peu trop de levier ou justement les institutions là, demandent de remettre peut-être du capital, puis ça se concrétise en vente forcée, ce qui accélère là, finalement le prix des mouvements. Désolé pour les petites flèches. Donc, dans le marché, ce qui fait que ben, ça bouge beaucoup plus rapidement quand la volatilité là, augmente. Versus si, justement, ben, on n'aurait pas nécessairement de levier, qu'on peut voir ici en gris. Donc, si personne n'avait utilisé de levier, ben, les mouvements seraient plus stables, puis la volatilité dans l'indice euh, serait moins là, changeante finalement là, avec les jours qui avancent. Puis ici, ben, c'est finalement là, une des méthodes comment regarder à travers le marché. Là, j'en avais déjà parlé dans une dernière présentation, mais on peut regarder le ratio I bêta puis low bêta. Dans le fond, au niveau des bêta, c'est par rapport au marché. Donc, si on a un bêta de 2, principalement si le marché fait 1%, ben, notre titre va aller faire 2%. Donc, ça mesure finalement un petit peu là, la capacité aux investisseurs à prendre du risque. Puis, ça va fonctionner évidemment là, avec la volatilité. Puis, évidemment, ça va s'accélérer. Donc, si je regarde ici, puis je vais chercher le ratio, si je l'ai ici. Ouais. Donc, on peut voir que actuellement, ben, on est quand même en hausse. Là, ici, je suis sur le weekly, mais on peut voir quand même la tendance. Bon, ici, on a un petit retournement. Si je me mets sur la journée, on voit que ça commence à baisser un petit peu. Évidemment, là, présentement, on est le 3 juillet, donc on a un gros week-end du côté des États-Unis là, pour le 4 juillet. Ce qui fait que, évidemment, ben, les investisseurs vont aussi aller réduire un petit peu le levier. Puis, bon, il y a une petite crainte au niveau aussi là, de l'inflation et des différentes données actuelles, donc ça vient réduire tranquillement. Mais on peut voir que, par exemple, sur la semaine, la tendance là, est toujours haussière ici. Puis on peut se faire la moyenne mobile aussi là, de ce côté-là. Puis c'est intéressant de voir que, justement, ça ici, quand on avait eu au niveau des tarifs, ben, finalement, le levier s'était réduit parce qu'on avait de l'incertitude. Un petit peu la même chose au niveau de la guerre au Moyen-Orient ici. On avait eu un ralentissement au niveau là, de la prise, on va dire, de position avec du levier. Donc, engendrer du levier supplémentaire en attendant que les choses se calment. Après ça, ben, ça s'est accéléré, je dirais, assez rapidement. Là. Donc, c'était un des mouvements qu'on avait vus là, les plus, je
dirais, agressif là, dans les dernières années, là, suite peut-être ici. Bon, évidemment, on avait la reprise après les tarifs, mais en 2020. Donc, on peut voir la tendance, puis c'est vraiment une des façons là, de suivre, là, je dirais, la plus facile la capacité là, des investisseurs à prendre du risque actuellement, puis ça se reflète aussi là, avec les indices, puis le fait là, que le Russell, par exemple, va surperformer. Si je sors ici, donc le Russell ici là, vient surperformer les plus grandes capitalisations là, comme le S&P 500 depuis quand même là, plusieurs mois, donc depuis le mois de avril, je dirais, après là, la réduction des tensions là, au niveau du conflit du Moyen-Orient. Donc, c'est des exemples pour dire que les investisseurs sont encore à l'aise à prendre du risque malgré là, la crainte au niveau de l'inflation. Puis là, ben, on a le pétrole qui baisse graduellement, qui pourrait là, ben, continuer à encourager là, l'utilisation du levier éventuellement, à moins qu'on trouve, puis qu'on refasse un petit spike ici, par exemple. Ça pourrait arriver évidemment. Mais on va probablement risquer de se stabiliser ici, puis peut-être créer un autre range là, de ce côté-là. Donc, je ne veux pas trop déborder. Là, la présentation, c'est vraiment pour présenter le levier à travers le marché financier, puis comment que ça fonctionne au niveau là, du marché quand on tombe en risk-off, puis en risk-on, en mode d'expansion du levier. Puis tantôt, là, j'ai parlé pour ce qui était de la volatilité. Bon, évidemment, si la volatilité augmente, le coût du levier va augmenter parce qu'un levier, il y a toujours deux parties du côté du levier. Donc, la personne qui emprunte, puis l'autre personne qui prête. Donc, l'institution qui prête habituellement ben, va demander peut-être des marges plus élevées, des taux d'intérêt plus élevés quand la volatilité va augmenter. Ce qui fait que certaines institutions, certains investisseurs vont être moins aptes à prendre finalement là, ce coût supplémentaire-là, puis ils vont réduire leur levier, puis ça va avoir le même impact que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, plus que la volatilité, comme par exemple le VIX, augmente, plus que le coût du levier augmente, puis que justement, là, autant l'offre que la demande du levier là, va être compressée justement, étant donné ce coût-là qui vient augmenter là, à travers le temps, puis les spikes de volatilité. Donc, un autre slide assez pertinent là, pour voir, selon justement là, la compression du VIX, l'utilisation du levier là, qui peut suivre. Puis c'est exactement aussi pourquoi ben, les institutions essayent de comprimer la volatilité parce qu'ils vont baser leur rendement surtout justement sur le levier, là. Donc évidemment, plus qu'il y a de personnes qui sont en mesure de prendre du levier ou du côté de l'immobilier de faire des financements, ben c'est sûr que les institutions vont aller faire beaucoup plus d'argent. Donc c'est pas pour rien que bon, il y a des market makers, des gens qui sont payés finalement là, pour essayer de suppresser le plus possible la volatilité. Puis après ça, ben, il y a tous les acheteurs là, systémiques qui achètent de façon passive. Donc tout ça vient compresser le VIX, puis c'est pour ça qu'on voit le VIX là, toujours rebaisser, puis les marchés continuer d'augmenter là, à travers le temps. Puis c'est important de comprendre que l'entièreté là, du système financier à travers le monde là, est basé là-dessus. Par rapport aux revenus d'intérêt, par exemple, puis ces choses-là. Donc, on veut vraiment aller comprimer la volatilité le plus longtemps possible pour pouvoir offrir ces différents types de leviers-là, puis pouvoir en bénéficier là, du côté des institutions financières, des hedge funds, puis tous les plus gros fonds là, au niveau de l'investissement là, à travers le monde. Puis, ben, c'est ça. Ça me ramène, par exemple, là, aux barrières de qualification. Et comme je dis, là, c'est une source de revenus pour les différentes institutions. Puis, il ne faut surtout pas oublier au niveau de la réglementation. Donc, quand tout va bien, c'est sûr que la réglementation va s'assouplir naturellement avec le temps. Quand on a un choc, par exemple, on peut repenser à 2008, ben, la réglementation va s'affermir comme d'un coup, ce qui va mettre vraiment de la pression sur les marchés financiers puis réduire drastiquement
le levier possible. Donc, à l'époque, peut-être qu'une personne s'est qualifiée pour une, deux, trois maisons, versus aujourd'hui, avec les règles un petit peu plus strictes, la personne peut seulement acheter deux maisons, par exemple, en louer une. En tout cas, bref, vous comprenez le principe. Puis quand que, justement, la réglementation commence à s'assouplir de plus en plus, en soi, ça devient un risque qui monte. Parce que si tout se retourne en même temps, certaines personnes, là, finalement, là, pourraient se retrouver là, avec beaucoup trop de leviers. Puis, on pourrait voir, par exemple, des faillites au niveau des institutions, de certaines institutions, des choses-là. Donc, vraiment des risques là, qui pourraient arriver rapidement quand on a un choc au niveau du système financier puis que le levier est encore là à son comble. Donc, ça fait le tour pour la présentation sur le levier. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous êtes capable aussi d'aller liker ma publication sur Substack, ça me ferait vraiment plaisir. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi laisser un commentaire là, sur Substack ou m'écrire directement en privé. J'ai commencé à partager là, certaines transactions. Donc là, présentement, j'ai une transaction sur la Nasdaq. C'est encore en cours. On va voir comment que ça va se terminer. Mais je suis encore là, quand même positif du côté des marchés, malgré le petit risque d'inflation qui commence vraiment à se dissiper là, assez rapidement. Puis on va continuer à faire le suivi des données. Puis je devrais sortir là, un autre article là, en fin de semaine qui explique ma compréhension du marché actuel. Mais aujourd'hui, le but, c'était vraiment là, de mettre, encore une fois, là, un petit peu la table pour cette notion plus théorique du côté du levier, puis vous montrer comment le levier là, vient affecter là, les mouvements à travers le marché financier, puis comment ça vient accélérer les décisions à travers le monde, puis justement accélérer là, la circulation des capitaux aussi, là, autant en Amérique du Nord que partout à travers le monde, selon la conception qui est faite du levier, puis comment les institutions le construisent autour de ça. Le futur, puis avec l'intelligence artificielle, là, probablement que ça va continuer de s'accélérer. Puis au niveau du levier, ça continue de grossir jusqu'à temps qu'on voit un risque finalement là, se matérialiser dans le système. Puis là, on devrait voir le levier commencer à baisser, peut-être plus tranquillement ou drastiquement selon l'ampleur du risque qu'on voit actuellement. Mais vous comprendrez qu'on ne peut pas non plus prédire quoi que ce soit, mais on peut quand même faire le suivi de voir comment que le marché est à l'aise d'aller prendre un petit peu plus de risques. Donc sur ça, je vais probablement le représenter pour une petite présentation là, du côté du marché, puis justement, qu'est-ce que je vois là, se passer un petit peu dans les prochaines semaines selon le contexte au niveau économique, puis les taux d'intérêt qu'on voit actuellement le long de la courbe de rendement. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Vous pouvez aussi là, dropper un petit like, faire plaisir. Puis, on se dit à la prochaine